sur plusieurs jours pour donner de l'espace aux gens. Je salue particulièrement la seule dame, une des rares dames du groupe qui est présente. Et ok, on va commencer par le money management. Et on va faire très simple. On va essayer de le faire en 50 minutes tout au plus, nos réunions Zoom. Bon, comme j'ai déjà eu à le dire et je ne cesse de le répéter, tout trader professionnel, c'est deux choses. Les probabilités de réussite dans ses trades et le ratio. Pour un trader qui a 50% de probabilité de réussite dans ses exécutions, ces probabilités, justement, il ne les invente pas. À force de backtest et à force d'exécution proprement dite sur les marchés, il jauge ses probabilités de réussite. Pour quelqu'un qui a 50% de probabilité de réussite sur les marchés, tout ce dont il a besoin pour être rentable, c'est d'avoir un ratio qui est supérieur à 1. N'importe quelle personne qui a un peu de bon sens se rend compte de ça. C'est ça, n'est-ce pas, les amis? Donc, quel sera notre défi lorsque on va travailler le backtest là maintenant et le money management? Notre défi, Roderick, il faut couper ton micro, s'il te plaît, les problèmes sonores. Notre défi, il sera justement d'essayer d'avoir de bonnes probabilités de réussite. Même 50%, c'est suffisant. Et d'avoir un bon ratio. C'est juste avec ces chiffres-là qu'on joue et avec le backtest. Et on sait que peu importe les conditions du marché, on va toujours se retrouver plus ou moins rentable dans le mois. Ok, on va commencer. Je lis ceci. Ok, vous aurez le temps d'écouter le plus important quand même. Je sais pas pourquoi j'ai des difficultés pour prononcer son nom. On commence avec le backtest. Toutes les lignes que vous voyez là, c'est un backtest que je faisais ce mois d'octobre. Toutes les lignes que vous allez voir là. J'étais en train de tester quelque chose. Qui ne sait pas montrer concluant. Donc, j'ai dû abandonner cette idée que j'ai eue. Donc, comment est-ce que je fais des backtests? Supposons que j'ai envie de crédit à la session européenne. Je vais vous montrer quelque chose de très banal et vous allez juste le répercuter sur votre façon de crédit, votre façon d'analyser et ça va beaucoup vous aider. Supposons que j'ai envie de crédit à la session européenne. Je vous prends un truc très banal qui ne va pas forcément marcher sur du long terme, mais qui, sur le mois d'octobre, a par exemple marché sur le gold. Supposons que je décide d'acheter le gold à 8h00 ou à 8h15. Chaque fois qu'il est 8h, je viens, j'achète le gold. Et je place un stop loss à moins de 250$ et un take profit à 500$. Écoutez-moi attentivement. Le gold, c'est une matière première et on sait que dans le temps, les matières premières sont vouées à grimper parce que on ne cesse d'épuiser les ressources du sol dans le monde entier. Et si qui dit épuisement des ressources en matière première, dit rareté de ces ressources-là et dit justement augmentation du prix de ces ressources-là. Donc, sur du très long terme, c'est vrai que c'est pas pour maintenant. Une personne qui prend position sur les matières premières, sur du très long terme, elle doit être acheteuse, cette personne. Donc, c'est sur cette logique banale que je me prends une heure bien spécifique, 8h00. Dès qu'il est 8h sur le gold, j'achète, je mets mon stop loss à 250$, je mets mon target à 500$ et tout le reste ne me regarde plus. Si en faisant cette exécution, je réussis à avoir 50% de probabilité de réussite parce que sur le mois d'octobre, on a 22 jours et c'est une seule exécution. On a 22 jours, ça veut dire que sur les 22 jours,
il faudrait que plus ou moins j'ai 11 crêtes gagnants contre 11 crêtes perdants. Si j'ai un ratio de 1, ça s'annule. Ça fait que j'ai fini le mois avec 0 $. Mais si j'ai un ratio supérieur à 1, ça fait que je sors profitable dans le mois. En fait, voilà le secret du backtest que je viens vous donner de façon très simple. De façon très simple. Et pour ce qui est du money management, justement, c'est sur cette idée que je viens de vous donner que je backteste et que je me crée des money management que j'ai eu à regarder dans le temps sur les marchés que je crée. Et c'est ce que je vous invite à faire et qu'on va essayer de faire avec un truc très bateau que je ne vous conseille pas de faire. C'est à titre d'exemple. C'est pas quelque chose qui peut tenir dans le temps, cette méthode-ci. Mais quand je vous montre ça, c'est pour que, avec votre stratégie, par exemple, ICT, euh, vous fassiez cela, votre stratégie Barricade, vous fassiez cela, et ainsi de suite. Donc, excusez-moi de sourire beaucoup. Quand je souris comme ça, c'est un coup plein de confiance en les choses que je vous montre et parce que je sais que ça va vous aider dans tous les cas. Ok. Donc, disons, je commence la première journée d'octobre. Ça, tu peux rester là. J'ai agrandi un peu comme ça. On commence le 2 octobre. Donc, on a dit que dès qu'il est 8h00, on achète. Ou bien, si vous voulez qu'on rende un peu ça plus professionnel, on met une moyenne mobile. En dessous de la moyenne mobile, on vend et au-dessus, on achète. OK? Pour que ça ait l'air un peu plus professionnel, cette façon d'agir. Indicateur, c'est où? Euh, on va chercher la EMA en période 190. D'accord. Donc, on a dit que notre exécution, elle va se produire à 8h. Bon, je vais dire 8h15. 8h15, pourquoi? Heure du Cameroun. Parce que à 8h20, c'est l'ouverture à l'ombre. Donc, je préfère me placer 5 minutes avant l'ouverture à l'ombre. Donc, je préfère prendre 8h15 une fois. C'est un peu logique. Donc, on va prendre ouverture à l'ombre 8h15. 8h15, je vends. 8h15, pam, à la clôture, cette bougie, je vends. Ça fait 500 $. J'ai même pas besoin de compter quand vous regardez cet étirement. On compte, ça fait une fois. Sur 22 exécutions dans le mois, il suffit juste que j'ai 11 sur 22 pour que ça fasse 50% de probabilité de réussite. Vous voyez un peu. Et avec un ratio de 2, je suis très profitable sur un seul marché qui est le gold dans le mois. Donc, ça fait une fois, on a 500 $. On va utiliser ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai un peu mal aux yeux. Ok, seconde exécution. 8h15, on vend, c'est une perte. Donc, on reste toujours avec un trade gagnant. Ça, c'est pour cette journée-là. On avance à la journée suivante. 8h15, on vend. Nous sommes à dessus à moyenne mobile. C'est un trade pour perdant. On reste toujours avec un trade gagnant. 8h15, on vend à ce niveau-ci. 8h15, on vend là. Lorsqu'on regarde la position de notre stop loss, notre stop loss à ce niveau-ci n'est pas touché. Parce qu'on quitte de 45,5 à 38. 45,5 à 38. Non, notre stop loss, il est touché ici. De 18, 45, 5 à 18, 38. Ça fait 250 $. Oui, notre stop loss, il est touché. On reste toujours avec un trade gagnant. À ce niveau-ci,
8h15, on short et on se ramasse encore un stop. Euh, 8h15, on achète. Donc ici en dessous, ça fait de 63. On se prend toujours un stop. En fait, je vous montre juste comment je backteste le marché. C'est juste ça que je fais. 8h15, on achète. Non, c'est ici. On achète. Et là, ça ne passe pas non plus. Ça ne passe pas non plus ici. 8h15, on achète. Et là, ça passe. Ça fait notre deuxième crête gagnant. 8h15, on achète. Là. De là. De 18,93 à 18,91. Notre stop loss n'est pas touché. Et on remonte là. De 93 jusqu'à 98. Et on fait $500. Ça fait notre troisième crête gagnant. 8h15, ici, on achète. Bon, c'est clair que ça passe. Ça fait notre quatrième trade gagnant. 8h15, on achète ici. Ça fait notre cinquième trade gagnant. 8h15, on achète ici. Ça fait notre sixième trade gagnant. On achète là. Notre sixième trade gagnant. Sans que notre stop loss ne soit touché. De $250. Nous sommes à combien? 6? Nous sommes à 6, je crois. 6 ou 7. Et si j'avance, c'est que c'est en rouge parce que le stop loss était touché. Là, je me trompe. Ici, 8h15, je regarde comme ça. Stop loss n'est pas touché, non? Et ça part. Ça fait le septième. J'ai l'impression de m'embrouiller. C'est 7 ou 8? Ok, là c'est 7 alors. Et d'ici, non, là c'est 7. À qui met dans la place? Ça fait 7. Ici, 8h15, est-ce que ça atteint $500? De 80, 61,4 à 66,4, oui. Nous sommes au huitième. Au huitième. Donc ça passe, ça atteint $500. 8h15, là, on achète. Est-ce que ça va atteindre $500? 90. Oui, nous sommes au 9e crête gagnant. 8h15 ici. Nous sommes au 10e crête gagnant. 8h15, là, on prend un stop. Nous sommes déjà à 10. 8h15, on achète ici, on prend un stop encore. 8h15, là, et ça fait un crête gagnant, ça fait le 11e. Ici, de 87 à je ne sais quoi. Nous sommes à 11 crêtes gagnants. « 8h15, une pète. 8h15, une pète également ici. Et 8h15, un gain. Nous sommes à 12 crêtes gagnants contre 10 crêtes perdants. Maintenant, vous faites 10 fois 250 qui représente la perte. Ça fait que vous avez une perte de $2,500 contre un gain de 500 fois 12 qui fait $3,000. Hein, $3,000. 500 fois 10. Ça qui font $6,000. 6,000 autant pour moi. Vous faites 6,000 et vous déduisez à cela $2,500. Ça fait que vous vous retrouvez avec $3,500 sur un seul marché. Je dis bien évidemment que ça ne va pas forcément marcher dans le temps. Parce que j'ai essayé de faire ça sur 1, 2, 3 mois. J'ai vu que c'est passé. Et après, j'avais comme des problèmes pour que ça donne les autres mois. Et je me suis demandé, est-ce qu'il faut que j'ajoute un paramètre? Est-ce que... En gros, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre que c'est facile de faire de l'argent sur les marchés
si vous savez exactement où vous placez votre stop loss et où vous placez votre target. Ce qui fait que des personnes ne gagnent pas de l'argent sur les marchés, c'est parce qu'ils ne connaissent pas où ils placent leur stop loss et leur target. Un point. Deuxième point, quoi que vous savez où vous placez votre stop loss et où vous placez votre target, vous devez connaître ce deuxième point qui est quelles sont vos probabilités de réussite sur les trades. Si vous savez que vous avez raison 50% du temps, il vous suffit juste d'avoir un ratio de 2 et c'est fini. C'était bon. Vous êtes un trader rentable. Sans trop d'efforts, il faut juste être financièrement intelligent. Et c'est tout ce que moi je fais, c'est toute ma vie sur les marchés. Juste chercher à avoir, je ne cherche pas à avoir trop raison. Ceux qui donnent des prédictions incroyables sur les marchés, gloire à Dieu pour eux. Mes félicitations. Mais mon problème, ce n'est pas venir impressionner les gens sur les marchés. Je viens juste chercher à avoir raison une seule fois sur deux. Et quand je vais vous placer mon crédit, je vais avoir mon argent à la fin du mois qui va tomber de façon certaine. Voilà tout mon secret. Je ne cesse de répéter ça. Et je vais continuer de répéter ça ainsi de suite sur le channel YouTube pour que ça ancre dans la tête des gens que vous avez besoin de deux choses pour être rentable. Les probabilités de réussite en votre faveur ou même 50% et le ratio qui est supérieur à 1. Dès que vous avez ça, travaillez juste bien. C'est tout les amis. Bon, je prends des préoccupations. On va commencer par la dame qui accourt dans quelques minutes. Elle peut activer son micro pour que je puisse Oui, l'écouter. bonjour. Bonjour. J'étais en train de réfléchir là. On peut appliquer ça sur n'importe quel marché? Oui, on peut appliquer cette façon d'opérer sur n'importe quel marché, mais j'expliquais tantôt, ça, c'est l'une des choses qui était en train de backtester, mais qui ne... Je me suis rendu compte que sur une certaine période, ça ne fonctionnait plus. Et sur tous les marchés, justement. Je me suis rendu compte, quand j'ai fait sur le cuivre, c'est passé sur quelques mois, et après, je butais un peu. Sur le gold, c'est passé quelques mois, et après, je butais. Mais sur le pétrole et sur le S&P 500, vraiment, j'ai souffert. Donc, et quand une stratégie me fait un peu souffrir, je l'abandonne sincèrement. Parce que je me rends compte que dans le temps, ça risque de ne pas fonctionner. Hmm. Donc, et je la prends justement pour que ce soit un exemple pour vous, pour que vous sachiez sur quel modèle il faut backtester vos stratégies pour être un trader rentable. Ce n'est pas un modèle que je vous donne en vous disant que opérer de la sorte, non. Est-ce qu'on se comprend? Fait de la nuance. Bon, moi aussi j'ai une question. Je suis juste... Non, on termine avec la dame. Elle a cours dans deux D'accord, minutes. d'accord, d'accord. Ouais, là j'ai compris parce que ça fait 2 jours je pense à la même chose pour le Nasdaq. J'attends juste là que, comme il dit l'autre, que le cinéma de l'ouverture passe et après je prends une position. Mais là je suis en train de réfléchir si je pourrais faire la même chose comme vous ou pas. Ben je vais backtester dans ce cas pour voir si ça va marcher. D'accord. Ouais. Donc, En l'autre, tout cas, moi, je vais quitter pour peut-être même pas 10 minutes. Je reviens. Je vais juste faire la présence sur l'autre groupe et je reviens. d'accord. Merci, à tout à l'heure. Mhm. Donc, on va prendre les autres préoccupations. Euh, N'utilisez pas une stratégie si vous ne l'avez pas backtesté. Vous voyez. Si par exemple, je venais sur le marché et que je décidais uniquement de fonctionner de la sorte, hmm, et à un moment donné, je commence à être buté et dans le temps, je ne fais pas de l'argent, ce serait de ma faute parce que je n'ai plus le temps de vérifier que est-ce que sur du long terme, ça donne, est-ce que ça fonctionne chaque mois, ainsi de suite. Euh, il y a un truc important qui veut m'échapper. Euh, Ok, on prend d'autres préoccupations alors. bon, je peux parler. Allez, vas-y frère, grippe A.
D'accord. Maintenant, j'ai remarqué, comme tu étais en train de faire des backtests, que tu disais 11 trades sur 11, sur 22 trades, tu as 11 gagnants, tu es rentable. Et maintenant, si on suit la politique des profils et que tu es éliminé avant, est-ce qu'il y a pas moyen de mieux arranger son ratio en fonction du compte? Par exemple, prenons un compte de 50K. Si c'est que tu as 11 trades perdants le, avant même 2 semaines, on va dire 2 semaines, et comment tu peux gérer à ce moment-là, en fait? Est-ce que tu vas diminuer ton exposition? Est-ce que tu vas continuer de garder le même risque et l'exposition? Comment tu procèdes toi? Ah, ok, c'est une bonne question, mais il faut savoir que lorsqu'une personne a déjà 50% de probabilité de réussite, pour qu'elle tombe sur 11 crêtes perdantes d'affilée, il faut qu'elle soit la personne la plus poisseuse au monde. Ces 50% de probabilité de réussite, justement, c'est pas un hasard. Quelles sont les probabilités d'enchaîner 11 crêtes perdantes d'affilée pour une personne qui a 50% de probabilité de réussite? Ce sont des probabilités quasi nulles. Ouais, Vous êtes d'accord avec moi? effectivement. Nous sommes tous des intellectuels ici. Effectivement, c'est ça. C'est ça quand même. Heureusement Donc, que le karma te poursuit. et même jusque-là, c'est possible que la personne enchaîne 5 crêtes perdantes d'affilée. 5 crêtes perdantes, ça fait 1 250 $ euh, dans le rouge. C'est pas petit. Mhm. Donc, le fait justement de savoir où le trader va, ça lui permet d'avoir le moral fort et il exécute comme un robot. Ça, c'était, comment on dit, je vais vous montrer un peu le travail d'un trader qui fonctionne comme un robot. Moi, Ange, d'accord, je comprends maintenant mieux. Merci, merci. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression, je n'ai pas encore lu les messages, mais j'ai l'impression que Hakim m'a dit une connerie. Tu peux nous expliquer, Abdelhakim, je ne comprends pas très bien. Il dit que la proba, c'est 0. Ah, d'accord. Bon repos à madame. Il dit que lorsqu'on a une probabilité de 50%, d'abord, il explique que ce que je dis, il n'est pas d'accord avec ça, sur le fait que c'est difficile d'aligner 11 crêtes perdantes d'affilée. Il dit que la probabilité, c'est 0,5 puissance 11. À chaque crête, c'est à nouveau 50% de probabilité. Du coup, le calcul de la probabilité exacte, c'est 0,5 puissance n. N étant le nombre de crêtes. Quand on vous dit d'aller à l'école, vous êtes là. Voilà maintenant les mathématiques qui sortent. Il dit si je suis d'accord, mais c'était pour être précis. Voilà, il dit qu'il est d'accord avec ce que je dis, qu'il faut être le pire des malchanceux vraiment pour tomber sur 11 crêtes d'affilée perdant, mais sur chaque crête, c'est 50% de probabilité de réussite. Généralement, dans une semaine, moi, j'ai entre 50 ou 60% de probabilité quand je regarde mes backtests. Mais j'ai de gros ratios. Ça fait que quand je viens dans la semaine, si la journée de lundi a été par exemple flat, c'est-à-dire je suis peut-être à 100 $ ou bien moins 200 $, je considère ça comme si c'était un peu flat. Parce que pour que j'ai une perte vraiment, je considère à partir de 600 $ de perte pour que je considère ma journée comme étant négative. Donc, si je suis entre moins 150 $ de perte et 150 $ de gain, je considère ça comme une journée qui est flat. Quand je tombe sur une journée qui est flat, peut-être le lundi, je sais que le mardi, j'ai toujours entre 50% de probabilité d'échec pour tomber peut-être à moins 600 $ et 50% de probabilité de réussite pour aller à peut-être plus de 1 cas de profit, 1500 $ de profit et plus. Si le mardi, c'est une journée négative, après le lundi qui était une journée flat, je sais que le mercredi serait pour moi
j'ai de fortes probabilités de réussite d'avoir une journée hautement, qui me réussit grandement le mercredi. Ça fait que quand je viens cette journée-là, les lots qui vont passer sur les marchés, je double mon exposition parce que c'est que j'ai plus de chances d'avoir raison. Je sais pas, je crois que c'était mercredi où vous m'avez vu avoir 3 lots sur le S&P. C'est parce que la journée qui précédait, elle était perdante. J'étais à moins $600 ou un truc comme ça. Moins $500. Et quand j'ai vu comme ça que ma journée était perdante, je reviens la journée qui suit. Je sais que mes probabilités sont plus élevées parce que sur une semaine, j'ai quand même 50% de probabilité de réussite. Et nous sommes le troisième jour. Le premier jour, il est flat. Le deuxième jour, il est négatif. J'ai suffisamment de chance pour que le mercredi, là, il soit... Les choses me sourient en tout cas. Donc, j'ancre très fort sur le marché. Premier trade Crollo, je suis environ à $1 500. J'ai coupé, je ne sais plus quoi, à 500 ou $1,000. Deuxième trade, j'ancre avec 2 lots sur le gold, où j'ai fait 2K. Donc, et j'ai pris quelques petites pertes de $100, $200, ainsi de suite. C'est un peu ça. Ok, ce sont les messages qui m'amusent. Personne d'autre n'a une préoccupation. Si, j'ai une préoccupation. D'accord, frère. Bon, quand tu faisais le backtest, tu défilais tellement rapide et tu arrivais à connaître rapidement lorsque tu as touché le stop ou lorsque tu as touché un TP. Bon, je constate que souvent quand tu prends position, ça s'observe facilement parce que le marché ne se retourne pas vraiment. Et il y a des cas où tu doutes, est-ce que ça, l'homme peut douter, ça s'est retourné un peu avant de continuer. Comment tu arrives vraiment à calculer si ça a touché le stop ou le TP rapidement? En fait, j'ai l'habitude de regarder le nombre de points sur mes marchés. Je sais comment, par exemple, si je suis ici, là, nous sommes à 2009,08. Si peut-être je veux short, je veux prendre un short, je sais que mon stop loss, pour que ça fasse $250, je dois être à 2011, 2012,2 ici. Je dois être là. Donc, j'ai l'habitude de voir ça visuellement parce que je maîtrise mon marché. Donc, je maîtrise chaque tick, chaque point. Donc, je ne crée pas un marché sans maîtriser au moins ses déplacements en tick. C'est un peu ça. S'il faut répondre à Ok, toutes j'ai les... compris ceci. Et maintenant, pour la prise de notes, tu notes seulement si c'est le trade est gagnant ou perdant, ou bien tu prends encore note sur certains types de remarques pour un trade que tu as pu prendre sur le backtest. Excellente question. Je note les heures d'ouverture, et c'est vrai que c'est pas pour tous les backtests parce que le backtest c'est parfois épuisant. Et sur certains backtests, je note les heures de sortie. Ça me permet de jauger combien de temps je peux mettre en moyenne sur une position et savoir que ici, il n'y a plus rien à faire. Mieux tu abandonnes le trade, tu coupes ton trade. Ça, c'est un point. Second point, tu ne peux pas avoir le même ratio en période de normalité, c'est-à-dire quand la volatilité est normale, que en période de crise. Supposons que les choses s'empirent en Israël, Israël-Palestine, les marchés vont bouger fortement, les amis. Il y a l'Iran qui est prêt à attaquer Israël parce qu'ils ne sont pas contents. Et certains pays arabes qui font un blocus parce que tout le monde n'est pas content d'Israël en disant que vous dérangez en fait. Donc vous imaginez que de nombreuses puissances se lèvent
et le cours du pétrole va être beaucoup influencé. Je crois que le Qatar a décidé de ne plus livrer son pétrole, je ne sais quoi à quel pays. J'ai vu une publication comme ça. Je crois même que c'est l'optimiste qui a repartagé ça dans notre groupe. J'ai pas trop prêté attention à l'annonce. Juste une décision pareille du Qatar s'influence sur le cours des marchés et vous vous rendez compte, on se met à une situation d'alerte, les marchés vont commencer à bouger très rapidement. Et pour des marchés qui bougent rapidement, vous n'allez pas avoir un ratio de 2. Si vous avez l'habitude d'avoir un ratio de 2, doublez votre ratio. Gardez le même stop loss sans le changer, mais mettez votre exposition à 4. Parce que le marché bouge rapidement, il s'étire davantage, il s'étire plus. Donc, j'ai 3 niveaux personnellement de volatilité. J'ai la volatilité normale où j'ai mes ratios qui sont normaux, qui peuvent aller 2, 3, 4 et parfois 8. Ça, c'est en volatilité normale. J'ai des ratios en période de volatilité. Lorsque on sent qu'il y a vraiment des tensions, quelque chose se prépare sur les marchés, qui peuvent aller jusqu'à 12 environ, 12 ou parfois 14. Et j'ai des ratios d'extrême volatilité. Quand tout a pété, comme à la période du Covid, comme à la période où c'était très chaud en Ukraine, où les ratios pouvaient aller jusqu'à 20. Donc, en fonction de la saisonnalité géopolitique des marchés, vous devez changer vos ratios. Pour l'instant, les marchés ne bougent pas très fort parce que rien n'a encore vraiment pété. Tous les pays ne se sentent pas encore concernés. C'est en train de toucher certains pays petit, avec des conflits religieux qui commencent à tout mélanger, qui disent que non, comme toi tu es juif, il faut que je t'assassine, comme toi tu es palestinien, ou des personnes qui attaquent des écoles palestiniennes en France, des écoles juives, etc. Donc, en gros, c'est un peu ça. Vous changez vos ratios en fonction de la saisonnalité et la volatilité du marché. Vraiment, je suis content. Et maintenant, quel conseil tu donnerais que l'on garde un bactère sur TP ou stop loss, ou qu'il réfléchisse sur le management, où les positions peuvent sortir ou avant le TP. Qu'est-ce que tu donnes par rapport? Pour le management, regardez, vous avez vu, j'ai pris un truc simplement comme ça. Maintenant, quand vous vous êtes rendu compte que vous avez de bonnes probabilités de réussite et que ça fonctionne, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez sur la même chose et partout où vous avez des crêtes gagnants, parce que vous ne pouvez pas évaluer votre management sur des crêtes perdants. Partout où vous avez des crêtes gagnants, vous évaluez de combien de ticks le marché peut se déplacer contre vous pour vous donner tort. Ça, vous le faites visuellement. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire que place ton stop loss ici parce qu'il y a telle résistance, parce qu'il y a tel support. Fais suivre ton gros down comme ça. Non. Vous avez fait quelque chose, ça fonctionne. Votre ratio, c'est bon. Maintenant, il faut accompagner le money management qu'il faut. Donc, vous venez, vous observez tous vos crédits qui ont été gagnants. Vous voyez que le marché, si peut-être vous cherchez $600, vous voyez que le marché, avant de vous donner raison, le maximum de déplacement contre votre position, c'est de $200. Ça veut dire que vous allez mettre un trading stop qui ne doit jamais, de sorte à ce que le marché ne vous fasse jamais perdre plus de $200. Et vous adoptez ça comme ça. Laissez des choses comme non, ça c'est un cas d'école, j'ai vu support, j'ai vu résistance ici. Je n'ai utilisé aucun support, aucune résistance, aucune donnée fondamentale, aucune des choses qui s'apprennent dans des livres, ainsi de suite. Si vous avez backtesté, vous vous êtes rendu compte que ça a fonctionné, ça vous donne raison, ça vous donne d'avoir de l'argent sur les marchés. Le reste, on s'en fout. On n'a pas besoin que vous expliquiez aux gens que vous réussissez à faire de l'argent parce que la news a fait ci, parce que la résistance a fait ci. Parfois, il y a des positions que je prends qui n'ont pas de sens, logiquement parlant, sincèrement. Et ou même dans le groupe, parfois peut-être Zoro me demande qu'est-ce qui te pousse à ancrer ici? Tu vas te prendre un stop loss inutilement.
Mais après, on est surpris que j'ai raison sur le CRED. J'ai juste vu un truc, j'ai backtesté, ça fonctionne. Je ne veux plus réfléchir. Chaque fois que je vois, je répète l'action. Que j'ai raison, que j'ai tort. Le ratio me donne raison. Et les probabilités aussi. Oui, bon, j'ai une question. Donc, on va s'en sortir. Il reste à peine 15 minutes. Oui, frère. Je peux aller? Oui, vas-y, vas-y. Quand tu dis que le ratio varie en fonction de la volatilité, le ratio, c'est... On peut aussi augmenter le risque ou augmenter aussi le TP, c'est ça, non? C'est des deux sens, ou bien? Non, c'est uniquement le TP. Le ratio ne bouge. Le stop loss ne doit jamais bouger. Ok. Moi, j'ai une dernière question. Ben, ok, Une vas-y. dernière question. Bon, quand tu ailles sur le marché, comment tu fais pour savoir qu'ici, aujourd'hui, il y aura de la volatilité ou pas? Parce que c'est un problème que je rencontre beaucoup sur les marchés. Quand j'arrive, je ne sais pas, peut-être que je sais que backtest, mon stop loss est à 40 points, 40 ticks. Bon, c'est que je perds 200, marqué traitement au Dow Jones, 200. Mais après, je vois que la volatilité est encore plus élevée quand mon stop loss est déjà touché. Alors, comment tu fais pour savoir, déterminer le matin quand tu ouvres les graphiques qu'aujourd'hui, ça sera une journée de volatilité ou pas? Je vais te montrer deux choses. La première chose, c'est Steven qui a mis le secret dans le groupe. Et la deuxième, c'est un coup personnel que je vais montrer. Vous ne pouvez pas trader de la même façon lorsqu'il y a par exemple NFP que lorsqu'il n'y a pas NFP. Si peut-être que vous êtes ancré en position à 9 h du matin et que vous êtes à $600 de profit environ, on arrive vers 13h30 heure du Cameroun où NFP, les premiers vendredis du mois, arrive. Et vous savez que votre système vous dit de chercher au moins $1000. Votre système. Et vous êtes à $600. Vous n'allez pas avoir peur du marché parce qu'il y a NFP. Vous savez que vous avez raison 50% du temps. Donc, laissez le marché tranquille, que le marché vous prenne en trailing stop loss ou en TP tout simplement parce que vous avez eu l'habitude de voir cela. Donc, pour une personne qui est en position avant le NFP, je ne vais pas placer mon stop loss, mon take profit à $1000 de profit simplement. Je vais l'étendre à $2000 parce que c'est que le NFP, ça bouge très fort, ainsi que IPC. Et avec l'expérience, avec certaines annonces, vous allez vous rendre compte que si vous êtes en position avant, vous pouvez étendre vos stop loss. Quand j'étais en position sur le gold la semaine passée, j'ai voulu faire étendre mon stop loss jusqu'à environ $1500. Mais quand j'ai regardé un peu mes backtests, je me suis rendu compte que pour elle, ce n'est pas très souvent que lorsqu'il y a une de ces annonces, le marché bouge brusquement. Souvent, il a des discours où le marché ne fait rien. Donc, je ne vais pas prendre le risque d'étendre davantage mon take profit. Donc, je préfère le laisser où il se trouve d'habitude. Ça, c'était la première façon. La seconde façon, c'est la géopolitique, quand les choses commencent à péter très fort dans le monde. Par exemple, quand il y a eu des problèmes avec la Silicon Valley Bank, les marchés ont commencé à bouger brusquement. Je vais vous montrer comment. Mais avant ça, oh ma souris. Non, on commence par la Silicon Valley Bank. Je vais prendre par exemple le cas du pétrole. C'était en mars, n'est-ce pas? À partir du 9 mars, un truc comme ça. Je rentre un peu voir. Nous sommes en janvier là. Okay. Donc ici, nous sommes en mars. Voilà. C'était à partir je crois que c'était le 13 mars. Donc on va essayer de voir. Avant même que ça ne commence, on commençait déjà à avoir quand même des sentiments sur le marché. Ok. Vous vous rendez compte qu'ici, par exemple, le pétrole bouge environ on quitte de 76, 14 à 78, 14, etc. Le pétrole bouge généralement de $2500, $3000, un peu comme ça.
Et je tombe par exemple sur une journée comme celle-ci où le pétrole bouge de 4 000 $. Ici, nous sommes le 7 mars. Avant même que l'annonce du problème de la Silicon Valley soit faite, je commence à me rendre compte que les marchés bougent plus que d'habitude. Donc, attends, les choses ne sont pas encore établies. Ici, nous sommes le 8 mars. À partir du 9 mars, l'annonce est sortie à partir du 13 mars. Et voici ça le 13 mars. Le pétrole bouge de plus de 4 000 $, environ 5 000 $ même. Et vous voyez ainsi de suite, c'est comme ça. Le pétrole commence à bouger plus que la norme. La norme, c'est souvent 2 000, 2 500, 3 000 $. Mais là, il est dans les 4 500 $, 5 000 $ et plus. Là, si j'ai une stratégie qui me donne un TP de 500 $, je vais juste étendre mon TP parce que le marché bouge davantage. C'est comme ça que j'observe cela. Ça, c'est dans le cadre de la géopolitique. Je me rends compte qu'un marché bouge plus que d'habitude. Je dis que non, ici, je ne peux pas laisser mon stop loss comme d'habitude. Mon take profit comme d'habitude. Le stop loss, lui, ne bouge pas. Donc, avec le problème qu'il y a Israël-Palestine, naturellement, je m'attends à la même chose d'un moment à l'autre. Et j'ai presque failli me faire tromper cette journée-ci sur le gold. Laissez-moi trouver ça ici. Là, la journée-ci. Lorsque le gold a bougé fortement comme ça, il a bougé pratiquement de 5 000 $, 4 000 $ ou 5 000 $, un truc comme ça. Pourtant, sa moyenne, c'est également souvent 2 000 $, maximum 3 000 $. Lorsqu'il a bougé fort comme ça, la journée qui a suivi, j'ai dit en moi-même que c'est sûr que les choses se sont vraiment aggravées Israël-Palestine. Donc, les marchés vont commencer à être très volatiles. La journée qui a suivi, quand j'ai vu que c'était calme, je me suis dit que bon, attendant peut-être la journée qui va suivre. Quand la journée qui a suivi, je me suis rendu compte que c'était toujours calme. Ça bouge toujours, comme lorsque nous sommes en période de normalité. Je me suis dit que non, c'était juste une fausse alerte. Peut-être que, je ne sais pas, Israël menaçait d'utiliser les armes nucléaires et tout. Et ça a un peu agité le marché. C'était juste un bluff. Euh, donc, les choses, il y a toujours la guerre, mais ce n'est pas encore arrivé à un point où tous les marchés se sentent affolés. Donc, quand j'ai vu ça sur le gold, je m'apprêtais encore à étendre mon target. Et je m'apprêtais à faire mes mains comme ça pour faire des gros TP sur les marchés. Je suis en train de vous apprendre tout ce que j'apprends à travers de nombreuses souffrances sur les marchés, juste comme ça, gratuitement. Merci, merci. Merci pour le retour, merci. Très beaucoup. D'accord. Je lis les messages. Je vous invite à lire les messages qui sont relayés dans la discussion et surtout que Abdelhakim n'a pas de micro. Ok. Donc, je disais tantôt que je me sens particulièrement beau aujourd'hui. Les conséquences de l'escargot. Ok, je crois qu'on va faire simple. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous en prie, les amis, ne cherchez pas de recette miracle. Cherchez probabilité de réussite, ratio, et le reste, ça va aller. Ne vous compliquez pas la tâche avec des méthodes, je sais pas. Vous cherchez des méthodes trop compliquées. Le trading, c'est simple. Je sais que Abdelhakim ne souffre pas sur les marchés, il a un truc trop simple. Il a une petite moyenne mobile qui passe par ici. Il a la Springbox qui arrive quelque part là. Un support, une résistance quelque part. Il a son ratio, il fait de l'argent sur les marchés. Moi, je fais pareil.
zone de supply, zone de demande, Springbox. Bon, non, JCS Box. Et c'est fini. Vas-y, Roscar, pose ta question. Et on va sortir par là. Il nous reste à peine 5 minutes. Ou bien il n'a pas de micro. Sur le share trading, vous publiez les annonces concernant les profils. Oui, mon micro est activé. Et on vous écoute, on vous écoute. Ok. Oui, JCS, ma question elle est un peu relative au profil. Et souvent, quand je regarde la communauté JCS Trading Room, et vous publiez les annonces liées au profil. Et je crois que vous-même, vous êtes avec certains profils. Mais ce que je voudrais que, si possible, dans la mesure du possible, vous pouvez nous montrer. Parce que jusqu'alors, moi, je ne crois pas à ces profils-là. Est-ce que vous avez déjà fait, vous avez travaillé avec ces profils, les retraits, vous avez fait des retraits et consorts, s'ils sont fiables? En fait, vous voulez voir mes retraits à moi. Non, en fait, la question, c'est que je voudrais avoir des preuves de retrait et consorts, quoi, c'est sincèrement. Je suis... Bon, si vous le permettez, hein. Ok, on va bien voir. Mais les preuves de retrait, il y en a tellement eu dans le groupe. Je crois que l'une des rares personnes qui n'ont pas montré leur retrait dans le groupe, ce sont Adlakim et moi. Je pense. Mais pour tout le reste, je crois que Steven l'a déjà montré, Zoro également, Titi aussi, je pense. Et en plus, s'il faut aller vers ces profils, vous qui avez fait l'expérience avec ces profils, et quel profil vous nous conseillez le plus? Ça, c'est compliqué. Vous êtes dans le groupe JCS Trading Group. Oui, en fait, je suis rentré dans le groupe il n'y a pas longtemps quand même. D'accord, prenez-moi inbox parce qu'il faut qu'on libère les autres à l'heure. Là, on va causer. Je ne dis pas qu'on va causer parce qu'il va vous cacher quelque chose ou bien vous vendre quelque chose. Non. C'est parce qu'on est arrivé au thème de notre séance et Ok, ok. Ok, merci. Mhm. Donc, les amis, Oui, allô? Allô? oui, oui, frère. Oui. J'aimerais parler vous avez parlé JC Boys là. Moi, bon, je suis dans le groupe là depuis longtemps, mais moi, donc, j'ai laissé le temps, un peu de temps. Donc, je ne sais pas ce que vous appelez JC Boys là. Veuillez me montrer ça en 2 minutes pour que je vois ça avant de partir. Ok. En fait, c'est tout simplement la bougie avec mèche. C'est tout. Ça, simplement. Une bougie qui a la mèche qui est supérieure ou égale au corps. Comme ce que Becca nous montre avant dans sa formation. Oui. Je me suis approprié ce nom parce que tous mes signaux dépendent de ça. Peu importe les autres paramètres que je regarde, c'est mon entrée en fait. Ah, ok. Merci. Ok, mais par rapport au profil là, l'autre que vous avez publié, vous publiez dans le groupe, on va voir ça. Uh-huh. D'accord, donc on se dit à très bientôt les amis. On va voir si on peut faire notre Zoom. On ne peut pas retenir les gens longtemps. Et que Dieu m'aide à vous donner davantage du contenu qui va vous aider à être rentable. Ne vous tracassez pas avec des choses inutiles. Cherchez des choses très simples et backtestez simplement. Si ça fonctionne, adoptez. Si ça ne fonctionne pas, oubliez, vous cherchez autre chose. Donc, on se dit à la prochaine sur les marchés. Je vous aime beaucoup.